Bonsoir tout le monde. Nous sommes là ce soir pour parler de scolarité et d'autisme, mais plus particulièrement de scolarité par des personnes concernées, et on a choisi de cadrer sans déficience intellectuelle. Ce qui permet un petit peu justement de parler de nos parcours en tant que personnes concernées, souvent même avec d'autres choses que de l'autisme, et des parcours de scolarité, je serais tenté de dire classiques, de gré ou de force, sans classe adaptée et parfois même sans aménagement avant au moins un certain temps, parce que pour moi, les aménagements, c'est que depuis septembre, donc depuis une reprise d'études en première année universitaire. Et donc voilà. Ce soir, exceptionnellement, donc, nous accepterons de temps en temps des témoignages, soit par écrit justement sur le chat, avec des questions auxquelles nous répondrons avec plaisir, soit pour des personnes qui pourraient être invitées sur demande pour pouvoir témoigner. Par contre, on a choisi en fait de bloquer à 3 minutes maximum pour pouvoir justement permettre à plus de monde en fait de parler et de pouvoir cadrer le live plus facilement. Vu que je sais très bien que ça peut être compliqué pour nous autistes et TDAH de synthétiser et d'aller à l'essentiel, justement ce petit paramètre permet de faire un bon exercice pour les personnes qui seraient tentées. Donc, je pense que Yas, pour pouvoir commencer, ce serait bien qu'on raconte éventuellement nos parcours. Peut-être dans les grandes lignes, quitte à retourner sur des petits paramètres ensuite, sur des aspects proprement parlés de l'autisme. Et voilà. Et je vais te laisser la préséance parce que j'ai mangé plein de bonbons avant le live et donc j'ai super soif. Pas de souci. Bon, bah, je vais commencer. Je vais essayer de rester, de synthétiser aussi pour me prêter à l'exercice déjà. Et puis, parce que c'est un parcours particulièrement long, j'aurai l'occasion d'en parler peut-être d'autres fois dans des vidéos. Voilà. Faut savoir, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je n'ai appris mon autisme qu'à l'âge de 20 ans. Donc, quand j'étais à la faculté. Mais que officieusement, ça m'a été diagnostiqué à l'âge de 4 ans et qu'on a dû le cacher à cause de problèmes sociaux, notamment parce qu'on avait essayé de me déscolariser, très longue histoire. Ma mère a fait du mieux qu'elle pouvait pour me préserver et aussi pour m'aider à m'intégrer. Cela étant dit, mon parcours avant et après l'officialisation de mon diagnostic à 20 ans m'a fait quand même me rendre compte à quel point l'école n'est pas du tout adaptée au profil atypique, au profil neurodivergent, quel qu'il soit, et notamment autiste. Que ce soit d'un point de vue sensoriel, d'un point de vue éducatif. De mon côté, j'ai été beaucoup sujette au harcèlement, notamment à cause entre guillemets de mes intérêts spécifiques. Beaucoup d'incompréhension de la part de mes profs et de mes camarades du fait de mes problèmes d'apprentissage, mais aussi de mes particularités sociales. Donc, je pouvais paraître très 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 bizarre, limite. Enfin, on m'a affublé de surnoms pas ouf que je dévoilerai pas parce que j'ai pas. Enfin, moi, je peux en parler avec humour, mais je sais que ça peut trigger des gens malheureusement. Au lycée, ça s'est un peu calmé pour la simple et bonne raison que je faisais des études autour de d'un de mes intérêts spécifiques dans les arts en général, plus spécifiquement le design graphique. Et puis ça s'est définitivement calmé dès la fac. Alors de mon côté, c'est vrai que le seul aménagement que j'ai eu, j'aurais voulu en avoir plus, mais ça a été que le tiers-temps. En revanche, la fac m'a vraiment permis de m'autonomiser et de me sentir moins prisonnière dans un cadre ultra conformiste et dans un cadre où à la fac on nous pousse à réfléchir au lieu de juste suivre bêtement ce que le prof va nous dire. Donc ça c'est aussi bien pour des personnes autistes que pour d'autres profils. Mais c'est vrai que là où les profs pouvaient voir de l'impertinence avant la fac, dès qu'on faisait des réflexions sur, voilà, qu'on se posait des questions sur certaines choses, ou qu'on remettait en question certains éléments qui nous étaient donnés en cours. Finalement, à la fac, c'est pas toujours, mais très très souvent la bienvenue, justement. Les débats sont beaucoup plus souvent la bienvenue, notamment en art, parce que j'ai fait une licence d'art plastique, puis un master en création numérique, un autre en art plastique et un autre en humanité numérique.
Voilà. Non, mais Le temps c'est de typique, préparer c'est le bien. doctorat. C'est typique. Mais, euh, mais ouais, donc, comme dit Epsilon, oui, malheureusement, voilà, on est très souvent catégorisé bizarre dans le pire sens du terme Mm. enfin, avant les études sup. Et dans les études sup, je sais que pour certaines personnes autistes et globalement neuro assez compliqué, mais de mon côté, ce côté autonome et justement où on pousse à la réflexion, ça a été libérateur. Et c'est là que je vais finir parce que je crois que j'ai déjà pas mal parlé. Ah ouais? T'as J'ai fait le tour, l'impression. Non, non, c'est savoir si tu as fait le tour, en fait. Bah, j'ai peut-être oublié un ou deux points, peut-être qu'on reviendra sur On certaines choses, reviendra mais que ce après. sera des réflexions un peu plus généralistes qui auront un rapport avec mon parcours et celui de tant d'autres, je pense. Ah Voilà, donc oui, je te ouais, laisse. ouais. Bah, c'est le genre d'exercice qui est... Bon, je vais essayer de faire le plus court possible parce que, bah, pour le coup, avec moi, pour l'hypermnésie, en fait, je peux retracer depuis la maternelle sans grande difficulté. Le plus dur, c'est ça. Bref, mais on va faire simple. À l'école maternelle, donc j'étais en région parisienne. J'ai quitté la région parisienne pour me retrouver donc de la 3e année de maternelle jusqu'au CE1 dans des petites écoles de campagne profonde où la maltraitance est de rigueur, en fait. Vous savez, ce genre d'école où on remet le bulletin devant les profs, enfin devant tous les parents par classement du premier au dernier, enfin bref, voilà. Donc ça avait commencé à ce moment-là, en fait, où j'étais le petit premier de la classe jusqu'à être contrarié, très fortement contrarié par un événement qui a fait que j'ai régressé en dernière, avant-dernière place. Je me suis dit que c'était un peu abusé et donc je me suis maintenu à la moyenne. Et globalement, c'est important à retenir parce que toute ma scolarité, je me suis volontairement maintenu à la moyenne, 10,5, 11, juste de quoi passer en fait. D'une manière générale, d'un point de vue social, je suis resté seul littéralement toute mon enfance. J'avais mes frères et sœurs avec qui jouer, mais ça s'arrêtait à ça. Et au niveau de l'école, c'est à peu près pareil. Sachant qu'il y a eu des choses qui se sont greffées par-dessus, c'est-à-dire que je suis myope. Je l'étais beaucoup plus avant que maintenant. Là, je peux très bien faire un live sans mes lunettes, ça me pose pas de problème. Mais ça a été détecté qu'en CE1. Et donc déjà, la mise de côté, le manque d'inclusion, c'est quelque chose de vraiment significatif en fait. Et typiquement, bah, autistique, TDAH, dyslexique, sachant que mon autisme a été diagnostiqué qu'il y a pas très longtemps, officiellement janvier 2023. Donc ça reste quand même voilà très très récent, même s'il y avait déjà des signes avant et le TDAH était connu. Le TDAH était connu, j'avais passé des examens étant petit et bah voilà, mais je n'avais jamais eu de traitement, jamais de suivi, y compris pour la dyslexie, qui elle était un peu mise de côté et tout. Le collège a été la pire période de ma vie, littéralement la pire, au niveau social, au niveau physiologique, parce que ma puberté est arrivée très tard, et pour le coup ça n'était pas à s'intégrer, et forcément t'arrives en 6e, tu connais déjà tout le programme de sciences du collège, c'est pas le meilleur moyen de te faire des amis. J'étais extrêmement mauvais en français, je me faisais littéralement maltraiter par le prof en maths. Et quand je dis maltraiter, c'est insulter, lancer la calculatrice à la gueule, enfin ce genre de choses qui n'aident pas à progresser en la matière. Et pour pouvoir le dire comme ça, aucun aménagement. Hein, ça a continué progressivement à devoir me battre contre les profs qui voulaient me faire aller en technologique ou en professionnel, ce qui pour moi était la pire chose qu'on pouvait me faire en fait intérieurement, parce que j'ai toujours été fasciné par l'idée de hautes études universitaires. Et depuis l'enfance, en fait, je voulais faire ma vie à l'université, au sens le plus littéral du terme, ce que ce qui est sûrement le cas, ce qui va sûrement se faire. Mais voilà. Par contre, le changement a commencé à se faire quand je suis arrivé au lycée. C'est-à-dire qu'au lycée, ok, j'étais un élève relativement moyen en fait, et très 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 TDAH. Ça se voyait littéralement. Ça avançait en termes de sciences, j'ai toujours été extrêmement à l'aise. Par contre, dans les autres matières, pas forcément. Et me faire aimer par les profs, bof. Socialement, j'ai commencé à me faire des amis, et beaucoup d'amis. C'est-à-dire que même sur une histoire de Paris, où on m'avait dit « t'es pas capable de le faire », bah le petit autiste que je suis, forcément, a voulu le faire. C'est-à-dire que je me suis retrouvé président du conseil des délégués, président du CVL, représentant au conseil d'administration, conseil de discipline, comité permanent. Enfin ouais, je me suis vraiment investi, mais je voyais ça vraiment comme un jeu. Mais ça a littéralement joué sur mon parcours. J'ai commencé des études universitaires par des sciences.
Donc j'ai commencé en 2 ans de sciences que j'ai quitté avec une méthode très TDAH, c'est-à-dire la politique de la terre brûlée. Vu que je ne pouvais pas continuer en sciences, je faisais en sorte en fait que je ne puisse pas continuer du tout, et donc j'ai volontairement planté la fin de ma 2e année en fait. J'ai quitté pour plusieurs raisons, du découragement, le fait d'être obligé de travailler à côté, parce que pour le coup j'ai toujours dû travailler à côté de mes études en fait, et donc fatalement ça a un poids important. Tu me déléguais aussi. Ouais, et donc il y a eu différents facteurs qui ont fait que je ne pouvais pas continuer, notamment le fait que ne pas avoir du de maths était éliminatoire. Donc j'ai arrêté et je suis allé en faculté de droit. Donc, quand on parle de bienveillance et d'autonomie à l'université, c'est exclu la faculté de droit. La faculté de droit est sûrement le pire endroit où on peut se retrouver quand on est un peu différent en fait, c'est le pire endroit. C'est élitiste de manière extrêmement assumée. Ça en veut aux étudiants qui sont obligés de travailler. C'est-à-dire que si on n'a pas les moyens financiers d'être tout seul, forcément ça fonctionne pas là-bas. Les aménagements, on peut se brosser. Enfin bref, ça a été compliqué. Mais j'étais jusqu'au bout parce que à un moment donné, j'avais pas le choix en fait. Je me suis responsabilisé, j'ai continué, j'ai eu des redoublements, mais ça a été. Travailler dans le droit était la pire chose qui soit. Et donc je suis reparti en sciences au mois de septembre. Et ce retour en sciences a été véritablement... ça m'a fait revivre en fait, littéralement. Déjà je le fais avec des aménagements. J'ai tous mes diagnostics et mes bilans. Donc ce que j'ai pu faire, c'est cibler toutes mes difficultés. Et faut être honnête, ça se passe très bien. Là, j'ai repris en première année. Et puis, honnêtement, je viens de terminer mon année avec 13,5 de moyenne en travaillant normal, sans plus. Mais avec des aménagements. Et ça a radicalement changé les choses. En plus de faire un truc que j'aime. Enfin, un autiste en sciences... C'est un peu un peu stéréotypé, mais voilà, c'est comme ça. Fatalement, comme malheureusement, comme beaucoup d'autistes, parce que à chaque fois que je sors une vidéo sur la scolarité, même toi, d'ailleurs, quand on a sorti en fait les commentaires en termes de témoignages sur de la maltraitance, sur du harcèlement, sur des difficultés, sur de la non-inclusion dans son sens le plus large, sont tellement fréquents que ça en banalise presque la chose et c'est problématique en fait. Et à côté de ça, nos parcours à nous qui sommes dans des études universitaires et toi clairement qui est en doctorat, on se retrouve parfois dans des situations où on décrédibilise un petit peu nos diagnostics, notamment à cause de ça, parce que c'est pas l'habitude qu'on a en fait. Alors que le nombre de personnes qui passent sous les radars au niveau de l'autisme, du TDAH, bref, de la neurodivergence d'une manière générale, c'est un peu trop fréquent. Voilà. Fac de sciences égale salle de jeu pour autistes. Non mais en plus on se repère entre nous dans les amphis, hein. On a pu les compter et tout. Il y a eu plusieurs personnes qui sont venues me voir en me disant mais t'es Adrien de TikTok toi. Et donc je pense que voilà. C'est assez... Surtout au niveau de la salle de tiers-temps, quand je suis arrivé la première fois, en fait, j'ai vu 2-3 regards et des personnes qui sont venues me voir en me disant mais je te connais toi, je t'ai vu quelque part. Oui, effectivement. Donc c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu Ah ouais. Donc notre scolarité, c'est la coexistence du meilleur comme du pire en fait. Après 1 an de médecine et une licence de droit, ouais. Sacré parcours, Sabrina. Waouh. Non, Sabine, pardon, excuse-moi, Sabine. J'ai mélangé les lettres là. Ah ouais. Mais alors, ça c'est un truc qui m'amuse parce que je discutais avec une de mes enseignantes en cytologie. Elle m'avait raconté l'histoire d'un homme, en fait, de 46 ans, qui était mécanicien et qui un jour en a eu marre et qui a commencé ses études de sciences, en fait, et maintenant il est chercheur. En microbiologie, je crois, un truc comme ça. Donc c'est un petit peu... Alors en fait, autiste et TDAH, quand on fait des études, c'est parfois l'art de faire des grands écarts quand même. Hein Ah ouais. mais c'est vrai parce que même toi, quand tu avais commencé à parler de ton doctorat, de ta thèse, je pensais que c'était beaucoup plus orienté psychologie.
Et au final, Non. c'est beaucoup plus large que ça, en fait. En fait, d'ailleurs, je crois que ça me pousse à, comment dire, je vais bientôt faire une vidéo disclaimer Mhm. sur mon TikTok en expliquant que je suis pas du tout en psychologie, ni en médecine ou quoi. Et moi, je suis purement en art, en humanité numérique, donc sciences sociales du numérique. Et en fait, je souhaitais sincèrement faire une thèse qui parle d'autisme sous un angle autre que clinique. Et malheureusement, en art, la plupart, en tout cas une grosse partie des thèses sur autisme et art, bah, ils vont aussi utiliser les théories psychanalytiques. Parce qu'en Mm. art, je trouve qu'on est un peu trop friand de psychanalyse. Oui. Et enfin beaucoup trop, et en tout cas dans le domaine de l'autisme, ça ne devrait pas avoir sa place, surtout quand on voit le rapport de la Haute Autorité de Santé qui date quand même de 2012. Il s'agirait de se mettre à jour, mais Ah, bref. 2012. Donc c'est même avant le DSM-5. Ah oui, avant le DSM-5. Ah oui, oui, ok, c'est intéressant. Waouh. Mais alors, Ouais. pour le coup, maintenant que tu as ton diagnostic, que tu as eu tout ton parcours et tout ça, tu sais dans quelle mesure ça a influé en positif comme en négatif ta scolarité avant l'université? Des fois, je me pose la question. La première chose qui me vient en tête, c'est à quel point me réfugiais dans les intérêts spécifiques parce que je me sentais extrêmement mal à l'école et surtout au collège. Le collège, je l'ai très mal vécu aussi. Je crois que de toute façon, dans ce monde, on est très peu à avoir vraiment bien vécu, à avoir vraiment bien subi le collège. Pour moi, c'est pas possible, à moins même je pense que même du côté des harceleurs, parce que je vois souvent cette phrase selon laquelle tous les gens qui disent avoir bien vécu le collège, c'est les harceleurs. Et je me demande si c'est si vrai que ça, mais Si bref. vrai, ouais. C'est si vrai, c'est peut-être plus compliqué quand on sait que certains harceleurs, justement, sans vouloir les excuser, loin de là, ils ont vraiment fait des conneries, hein, Avait un contexte en fait. mais avaient un contexte peut-être familial ou même justement par rapport au collège où certains étaient eux-mêmes, je me souviens, certains étaient quand même assez maltraités par certains profs. Mais bref, c'est encore une autre histoire. Mais je me réfugiais tellement dans mes intérêts spécifiques parce que je me sentais tellement nulle que je cherchais du refuge que dans ce que je maîtrisais. Donc les petits montages, c'était même pas sur Photoshop, c'était sur Photofiltre, le truc gratos là, vite et pas Quoi, super. t'avais même pas craqué Photoshop? Non, Putain, c'était pas encore vraiment. je suis un À peu l'époque, déçu en fait. à l'époque, c'était vraiment les codes Fox Skyblog où on était des gamins de 11-12 ans. Notre rêve, c'était Photofiltre. Et c'est genre vers 14-15 ans que j'ai commencé à m'intéresser à la suite Adobe. Donc c'était assez tard. Ouais. Ce qui fait que ça a impacté ma moyenne. J'avais 7 de moyenne finalement. Euh, J'avais la sensation complètement fausse que cette moyenne me résumait moi en fait. Ça voulait dire tu es une Oui. personne nulle, donc ta globalité. Ce qui est absolument faux. Hein, La base du syndrome de l'imposteur après qu'on réussit un minimum en fait. oh, De toute façon, globalement, on est les premières personnes à se dégrader toutes seules, ouais, bah là déjà. s'auto-stigmatiser en fait. Déjà, j'ai la sensation de pas mériter ma place en doctorat, toujours, pour te dire. Alors que si tu y es et que tu as eu renouvellement du financement, c'est que tu as clairement ta place en fait. Alors, c'est pas renouvellement de financement parce que la 4e année, malheureusement, c'est très rare, voire ça arrive presque jamais d'avoir un financement. Mais il y a certains labos qui refusent la 4e année, ce que je trouve absurde, hein. Mm. Mais bon, c'est-à-dire que j'ai quand même eu un passage en avis très favorable, donc je suis très heureuse. Mais il y a toujours cette partie de moi qui me dit non, tu mérites pas ta place en fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a une autre chose dont tu parlais et qui m'a intéressée, c'est parce qu'on est en études sup, en tant qu'autiste, on va juger qu'on n'avait pas trop de difficultés. Et ça, J'ai eu ça j'étais en pleine conférence, j'ai été extrêmement voilà. mal à l'aise en fait.
Excuse-moi, je fais juste une parenthèse et je te laisse. Pas de souci. C'est-à-dire que dans une conférence, j'avais témoigné et une des autres personnes qui a témoigné était une femme TDAH qui était doctorante en psycho, en fait, qui faisait justement notamment une thèse sur le TDAH. Et après avoir fini, parce qu'il y avait notamment la mère d'un enfant qui a témoigné au nom de son enfant, pour le coup, le voyant et le décrivant comme en extrême difficulté alors que c'était pas vraiment le cas, bon peu importe. Mais une dame s'est levée et a dit en nous regardant qu'elle était extrêmement dérangée, extrêmement mal à l'aise vis-à-vis de nos témoignages à nous concernés. Parce que c'était tellement loin en fait de ce qu'était son fils, en tout cas de ce qu'était son fils dans son esprit, en termes de difficultés au moins apparentes, en termes de justement d'avancée, de progrès, de peut-être même de capacité intellectuelle. Ça me regarde pas en fait au final cet aspect-là, et j'ai trouvé ça tellement déplacé en fait comme propos, parce que c'est remettre en question en fait notre propre fonctionnement et oublier que même des personnes qui vont en doctorat ou qui finissent des études supérieures à certains niveaux, c'est même pas une majorité parmi les neurotypiques en fait. Donc mettre dans le même panier d'extrême difficulté toutes les personnes autistes, ça m'a un peu beaucoup dérangé en fait. Bah ouais, tu m'étonnes. Je vois qu'on a pas mal de commentaires intéressants. Je suis désolée de te couper. Ouais, non mais vas-y. Attends. Je sais qu'il y a Marie par exemple qui nous dit moi j'ai cette peur quand mon fils Mathéo autiste ira au collège. Je comprends malheureusement. Ah oui, mais le collège alors, c'est à mettre en rapport avec les changements physiologiques de l'enfant qui devient un adolescent. C'est-à-dire que il est tout à fait possible, hein, en hypothèse, que ce soit facile pour personne parce c'est tellement le bordel. Il faut être honnête, hein. C'est quand même passablement le bordel. Sur tous les plans, je pense pas qu'on puisse considérer que le collège puisse bien se passer. En fait, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a autant justement cette quête d'identité quand on est adolescent qui pousse à faire le meilleur et le pire malheureusement. C'est peut-être bateau ce que je vais dire, mais le seul conseil que j'ai à donner à des parents dont les enfants autistes vivent un enfer, c'est vraiment de pouvoir, c'est bateau, mais de pouvoir les soutenir au maximum. Et je sais qu'il y en a qui vont avoir la sensation de pas faire assez. Ma mère a eu cette impression-là, mais même si tous ces agissements n'ont pas forcément pu aider et n'ont pas complètement arrêté le harcèlement, je sais que c'est une des choses qui m'ont maintenue en ce bas monde, c'est toute l'aide, tout le soutien que ma maman m'a apporté, parce que ça validait, ça légitimait la douleur que je pouvais vivre. Et donc, tout ça pour dire que si c'est pas une solution miracle, ça reste quand même vraiment nécessaire d'apporter cette aide-là pour que votre enfant se sente soutenu. Autiste ou pas, j'ai envie de dire, mais notamment en tant qu'autiste, sachant que dans cette société, notre estime de soi est très grandement impactée. Là, je vois, on a vraiment beaucoup de commentaires intéressants dans le chat. Je suis désolée de pas tout lire. Ouais, j'en ai vu un sur les aménagements. Ouais, j'ai eu ça c'est vraiment dommage par contre, parce que surtout en multi-10, je vois des personnes en sciences qui sont multi-10 et qui réussissent bien grâce aux aménagements en fait. Et par contre, la doctoresse m'a dit ça quand j'ai eu mon entretien pour le renouvellement de mes aménagements, c'est que la faculté de sciences de la vie là à Strasbourg est l'une de celles qui met le plus en œuvre l'application des aménagements. Et justement, ils vont même au devant, c'est-à-dire qu'ils appliquent beaucoup d'aménagements pour les personnes handicapées à tout le monde. C'est-à-dire qu'ils vont faire des cours et des sujets de plus en plus accessibles pour que ce soit accessible au maximum de personnes. Et ils m'ont effectivement dit que certaines facultés, notamment celle de droit, refusaient facilement la mise en place des aménagements et c'est tellement pas étonnant. Donc oui, malheureusement, certaines facs de psy, notamment de facs de psycho. Pour une fac de psycho, c'est très limite, ouais. Et encore, j'ai des amis qui sont en psycho qui me racontent leurs cours. Des fois, c'est une catastrophe quand ça parle d'autisme, de TDAH, et c'est encore de la psychanalyse à un niveau assez problématique en fait. C'est vraiment très problématique. Fac de psy, il y a une fac de psy dans le sud.
de la France, qui enseigne la théorie complètement fausse de l'autisme virtuel. À Strasbourg. Ouais, je suis même pas surpris. Ah non, dans le sud de la France. Non, mais elle est Goethe était à Strasbourg en fait. Ah merde. Je suis même pas surpris. On m'a envoyé des PDF de cours de psycho à Strasbourg. C'est une catastrophe. Et pardon. Et ouais, la fac de psycho dans le sud. Dans le sud, voilà, qui apprennent toujours qui psychanalyse dans le champ de l'autisme et particulièrement l'autisme virtuel. Donc ça fait qu'il y a des étudiants qui sont en train de sortir avec des théories qui ne sont absolument pas valides et qui ne rencontrent aucun consensus et surtout de toute façon, j'ai prévu d'en faire une vidéo, cette histoire d'autisme virtuel, parce que j'ai reçu un MP récemment d'une mère qui me disait oui, c'est vrai, les études le disent, mais c'est pas vrai. Il y a 2-3 études qui ont dû le dire à tout péter, et encore. Je fais une petite parenthèse à ce propos, mais il y a une méta-analyse qui regroupe, 500 000 participants de plusieurs études, ce qui est beaucoup. Ouais. Et qui dit que il y a rien qui corrobore ça, il y a rien qui le confirme. Ce truc que soi-disant les écrans provoqueraient l'autisme, et surtout qu'il y a beaucoup de faux positifs, pas de faux positifs, je me trompe, mais de biais de publication. Sachez que là, je vais fermer la parenthèse après, et ça vous donne un tip. Mais malheureusement, le biais de publication, c'est la tendance fâcheuse de certaines revues scientifiques à ne publier que des résultats positifs et de délaisser les résultats négatifs. Donc, ça vous permettra d'avoir un sens un peu plus critique à ce propos. Mais oui, Goethe, c'est affligeant. Et Mang, alors juste Mang, si c'est Mang ou Mang A, n'hésite pas à me le dire. Mais exactement, ils étudient encore Freud. Premier degré. Donc, oui, il y a un prof à Strasbourg on m'a envoyé certains trucs et c'est une catastrophe. Bref. Et donc pour en revenir effectivement à la scolarité, pour le coup qu'on revienne un peu dessus. Le collège a été catastrophique sur plusieurs aspects et notamment pour moi en termes purement scolaires, la dysorthographie avec les dictées, tu sais, les dernières dictées. Avec les notes négatives, avec les profs qui stigmatisent, avec tout ça. Et tout ça aurait pu être simplement arrangé par la reconnaissance déjà de ma dyslexie et de la dysorthographie, l'écoute en fait un minimum des profs, genre qu'ils fassent un tout petit peu attention. Là, ça aurait permis de régler pas mal de problèmes. Parce que d'un point de vue social au collège, clairement, je me sentais globalement seul jusqu'à la fin de la 4e. Et encore, de toute façon, vu que j'étais gymnaste, déjà à ce moment-là, j'avais quasiment pas le temps d'avoir une vie sociale, donc au final, ça allait. Mais au lycée, ça s'est rejoint, notamment à cause de ça. Maintenant que j'arrive à faire le retour en fait sur mes propres expériences à ce niveau-là, ça a énormément impacté rien que la compréhension des énoncés. Les énoncés des exercices, en fait. Souvent, quand ils font des détours dedans, qu'il faut pouvoir interpréter, comprendre et lire correctement des énoncés, c'est une catastrophe. Et rien que ça, en fait, ça rendrait service à la fois aux autistes et même aux personnes qui sont neurotypiques, en fait. Ça défile beaucoup dans les commentaires. Juste, je reviens vite fait sur ce que Luna avait dit. Je me souviens qu'elle avait été prise à Polytechnique à Paris. Elle a eu tellement peur qu'elle est allée à la fac à la place et elle l'a jamais dit à son père. C'est dommage. C'est pas la première fois que je vois un témoignage comme ça, malheureusement, en termes de syndrome d'imposture chez une personne, de l'imposteur chez une personne autiste. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai vécu pour le coup, mais que j'ai souvent vu, donc vraiment soutien à vous là-dessus parce que. Qu'est-ce qu'une classe d'autorégulation? Ouais, ça je connais pas du tout. Très honnêtement, j'ai fait l'intégralité de mon parcours en général dans des classes normales et en excluant complètement tellement de mon esprit tout le reste en fait. Que ce soit le technique, que ce soit le professionnel, que je n'ai aucune idée de comment ça se passe dans ce genre de classe. Il y a juste mon grand frère qui avait été en professionnel, mais en fait j'étais tellement obsédé par l'idée de sortir en fait de précarité notamment,
parce que l'idée est parfois là de manière sous-jacente. Donc c'est des surcouches en fait de difficultés qui se créent la plupart du temps. Que pour moi, il était inconcevable de faire autre chose que l'université. C'est un nouveau dispositif. Alors, il y a Léo qui parle, je reviens très très vite fait sur les Ouais. écrans. Léo résume très très bien le pourquoi du comment. Et c'est vrai qu'il y a une grosse catastrophe sur l'autisme virtuel, mais on pourra en faire un petit live si ça vous intéresse à ce propos. Et puis Ouais. Goetit rapporte quelque chose d'assez alarmant. Et j'ai l'impression que ça arrive à beaucoup de personnes autistes et globalement neuro-A. J'avais une instit qui m'avait affiché devant la classe. Elle avait compté mes fautes devant tout le monde. Alors ça, cette fâcheuse tendance à montrer les erreurs des autres, mais comme si c'était une honte. Et pour afficher la personne, enfin, j'ai envie de dire c'est faute professionnelle, mais qu'en même temps ça arrive si souvent. Oui. De mon côté, c'était juste ma manière d'écrire. J'ai jamais eu une manière très féminine entre guillemets d'écrire, La dyslexie souvent un peut peu être bancale et tout. Et en fait, je me souviens d'une prof qui avait montré ma manière horrible d'écrire à tout le monde, alors que j'y pouvais rien en fait. Surtout, c'était sur une feuille sans ligne. Comment tu voulais que J'ai eu droit en j'ai CE1. Ouais. Et ils m'ont envoyé en CP pour tout le reste de la journée que j'apprenne à refaire des lettres. C'est Et c'était humiliant. avant que j'ai mes lunettes. Putain. T'imagines? La dyslexie, non, la dyslexie est quelque chose qui peut être fréquent chez les autistes, mais je sais pas s'il y a des statistiques à ce niveau-là, mais non, on peut très bien être dyslexique sans être autiste en fait, même sans être TDAH, être juste dyslexique. Ça c'est pas. Je relate tellement pour l'écriture. Ouais. C'était tellement humiliant en fait, tellement tellement humiliant parce que le problème des adultes, la plupart du temps, c'est qu'ils ont comme oublié, ils ont absolument pas conscience que les enfants, genre, ont des émotions, se rendent compte en fait des injustices, se rendent compte qu'il y a des problèmes ou ne se sentent pas humiliés avec des gros impacts sur le reste de leur vie. Je pense que c'est pas parce que en fait les gens oublient la plupart du temps ce qui se passe pendant leur enfance que ça n'a pas existé quoi. Dysorthographique, dyscalculique. Ah, il y a une, ouais, il y a une fille qui est comme ça avec moi en celle de tiers-temps. Et elle a des bonnes notes, mais avec aménagement, en fait. Elle a des aménagements qui sont même pas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui vont considérer que les aménagements, c'est nous favoriser ou nous faciliter les choses. Alors qu'en fait, c'est juste établir un peu plus d'équité entre les personnes, en fait. Quand t'as besoin de plus de temps pour lire, bah ça veut pas dire que t'es favorisé, ça veut juste dire que t'es obligé de moins compenser et que pour le coup tu peux mettre en avant vraiment tes capacités en fait. Mon fils Tessa en attente de ouais. Et bah la dysorthographie en plus de ça c'est pas forcément quelque chose d'énorme, c'est-à-dire que même moi qui suis dysorthographique, j'ai un niveau officiellement études supérieures en orthographe. Et majoritairement, c'est des fautes d'accord que je vais faire. Genre accord de genre, accord de nombre, tout ça. Sachant que moi, instinctivement, j'applique la règle de la proximité ou du plus grand nombre. Et sauf qu'en français, ça marche pas quoi. Et donc c'est plus facile pour moi avec ces règles inclusives plutôt qu'avec le français classique parce que c'est plus le DAR est un positif qui permet l'inclusion des élèves autistes. Dans une classe ordinaire et permettant l'accès à une salle d'autorégulation avec personnel formé. Là, je savais pas que ça existait. Comment doit être l'école idéale pour un enfant autiste selon moi? Mais en fait, il y a pas de modèle unique et ça ne doit jamais exister en fait. C'est-à-dire que on doit pas considérer que toutes les personnes autistes ont les mêmes capacités et les mêmes difficultés et les mêmes envies, en fait. Parce que le paramètre de l'envie, le paramètre de la volonté, il est extrêmement important. Moi, pour rien au monde, j'aurais voulu aller ailleurs que dans une école pour, je serais tenté de dire enfant comme moi, mais ça c'était avant de savoir que j'étais autiste. Je devais aller en école pour enfants avec des hautes capacités intellectuelles. Et mon géniteur s'y est opposé.
alors que les programmes scolaires étaient incroyables et m'auraient stimulé, tu vois. En fait, moi, j'avais besoin d'énormément de stimulation. Et j'avais besoin qu'on me punisse pas devant toute la classe. J'avais besoin qu'on me lance pas des trucs à la gueule. J'avais besoin qu'on ne me fasse pas de fessées déculottées, tiens, devant la classe en tant qu'exemple. Parce que j'ai eu le droit à ça. J'avais besoin de qu'on me challenge sur mes facilités. Par contre, qu'on me soutienne sur mes difficultés. Et j'avais besoin qu'on m'engueule pas quand je regardais par la fenêtre. Ou quand je parlais beaucoup, parce que tu t'en doutes que je parlais beaucoup. En fait, c'est l'école idéale, elle aurait juste pris en compte des besoins, mais pour moi, c'était, tu sais, les écoles comme on voit aux États-Unis, pour enfants surdoués, avec des labos et des grandes bibliothèques et une salle de sport en même temps et de la nature, ça, en fait. Sauf que ça, c'est pas ce dont auraient besoin beaucoup d'autistes, en fait. Donc, je sais pas. Ouais, c'est dessus là, j'entends parler de salles d'autorégulation là sur le chat. J'ai lu un peu, ça a l'air sympa, non? Franchement grave. Moi, ça m'aurait tellement aidé. Et alors, j'ai vu quelqu'un dire que l'école inclusive en aurait jamais les moyens ça aurait jamais les moyens de bien fonctionner dans un système capitaliste et dans un système où on continue d'entretenir les normes. C'est clair. Mais justement, là, plus le temps passe et plus les gens remettent ces normes en question et remettent le système capitaliste en question. Et pourtant, je suis pas, je suis vraiment une bille en la matière dans la critique du capitalisme et tout. Mais on n'a peut-être pas les moyens actuellement, mais c'est nécessaire. Là, je sais pas. J'ai vu une personne qui a dit carrément qu'elle a développé un trouble du stress post-traumatique à cause de ce qu'elle a vécu dans l'école dite ordinaire. Il y a sérieusement besoin en fait. Donc c'est vrai que une école idéale, je sais pas si une seule école idéale existerait, mais il y aurait tellement de choses à suggérer dans ce qu'a dit Adrien, dans ce qui a été suggéré donc dans les écoles avec salle d'autorégulation. Pour les personnes autistes et d'autres modèles, franchement, ça a l'air. Et pour pouvoir s'isoler soi-même. Parce que moi, dans mon éducation, j'ai toujours été extrêmement à l'écoute de mes propres besoins, en fait. Mais ça voulait pas dire que j'étais écouté sur mes propres besoins. Et rien que de pouvoir bouger, rien que de pouvoir s'isoler si on en a la nécessité. Mais c'est trop bien parce que moi, je séchais les cours pour pouvoir m'isoler, en fait. C'est l'avantage dans mon lycée, c'est que mon lycée était très très grand. Donc franchement, ça aidait. J'ai reçu le retour de professeurs disant qu'ils ne sont pas du tout formés pour ça. Il serait peut-être un petit peu temps de remettre en question tout un système là, si personne n'a le temps à être formé pour ça. Mais oui, et c'est surtout qu'il y a énormément de profs qui étaient pas formés pour ça et qui pourtant étaient très bons, juste parce qu'ils agissaient en bonne intelligence. C'est pas forcément ce qu'on demande aux gens en fait, d'être ultra formés, d'être ultra à l'écoute et de considérer tout de suite que l'autisme ce sera une extrême difficulté et que la personne est forcément en difficulté extrême. Des fois c'est juste être écouté, de pouvoir se déplacer, de pouvoir pouvoir lire avec sa règle. Ouais. Par exemple, tu vois, jouer avec un Steam Toy, mettre un casque, tu sais, ça demande pas des grosses formations, ça demande juste de dire, ok, tant que tu bosses, enfin, si les notes sont là, tu vois. Déjà que les diagnostics ne soient pas remis en cause par le corps enseignant serait déjà un bon début. C'est pas leur taf de remettre en question les diagnostics qui ont été posés, je suis désolée. Comme quoi, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas de formation sur le sujet, mais par contre, pour contredire des diags, la boca, elle est là. Je suis désolée, J'ai eu il y a eu un parent quand j'étais assesseur qui disait c'est bien, mon fils en fait moi je suis dyslexique et mon fils est dyslexique, mais pour le coup quand on en a parlé à l'école pour la mise en place des aménagements, ce qu'on nous a répondu c'est encore un enfant roi. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et Goetchit qui dit un truc tristement vrai, c'est des profs refusent des AESH dans leur classe. C'est chaud. Pourtant, c'est nécessaire. Et je veux dire, mais j'ai vu qu'il y avait une baisse d'effectifs à ce propos, que c'était un métier ultra précaire. Enfin, il y a besoin. Oui. Tu sais que moi au lycée, ça s'est extrêmement bien passé, notamment à partir de la première, parce que j'étais dans une classe qu'on appelait expérimentale. On était 25.
T'imagines, Ah ouais. 25 et avec des bons profs. C'est-à-dire que moi, j'étais dans un lycée qui était très grand, vraiment très grand. On était pas loin de 4000 élèves. Donc t'imagines un petit peu. Avec 22 secondes, 21 premières, 21 terminales. Avec les options art, théâtre, cinéma, les options de langue, chinois, italien, arabe, enfin bref, il y avait littéralement tout en fait. C'est bien, Et ça. ça se passait bien parce que l'environnement d'études était bon pour ça. Certains profs étaient immondes, honnêtement, mais c'était l'environnement qui comptait le plus en fait. Waouh. Alors, je dis, les professeurs veulent des élèves droits qui obéissent et Oui. disent que permettre ça, c'est rendre les autres jaloux. Mais le problème avec ce genre d'arguments, c'est que c'est des arguments ancrés dans un seul et unique modèle sans le remettre en question. Oui, c'est C'est ça. si des enfants en viennent à être jaloux des aménagements de quelqu'un pour son handicap, faut se poser la question de Mm. pourquoi est-ce que on doit, sous prétexte de ces jalousies, comment dire, complètement mettre des bâtons dans les roues et empêcher le parcours de d'autres personnes handicapées, personnes autistes, juste pour pas froisser la sensibilité des uns et des autres. Mais c'est pour ça que l'inclusivité, ça va pas forcément être du cas par cas et ça va aussi être proposé des outils qui aideront pas que des personnes autistes. Je pense qu'il y a des enfants neurotypiques aussi pour qui l'autorégulation peut aider à Oui. moindre degré. Mais si absolument on veut éviter des jalousies, c'est permettre ça à un maximum de personnes. Mais si justement, moi je trouverais peut-être plus sain de se poser la question de cette jalousie, du pourquoi, du comment, au lieu de malheureusement toujours arriver à des constats fatalistes de il Mm. faut que chaque élève soit obéissant, soit droit, soit enfin déjà il y a ce concept d'autorité avec lequel j'ai beaucoup de mal. Je sais pas si en tant qu'autiste c'est un lien, mais Oui. mais qui a un peu à remettre en question aussi. Bien sûr que l'humain a le meilleur comme le pire en lui, mais je pense qu'il y a beaucoup de construction sociale derrière ça quand même. Enfin, après, je pars loin là, désolé. Ouais, non mais oui, effectivement, comme dit Julie, la jalousie, en fait, peut-être que l'enfant en a besoin. Je considère tout le temps que l'inclusion, l'avantage d'être inclus, c'est que c'est pas des petites bulles de chaque côté avec des aménagements dans chaque petite bulle. C'est plutôt des cercles concentriques. C'est-à-dire que ce qui est bon pour les personnes autistes, c'est bon pour tout le monde. Il y a des classes, j'ai vu des exemples avec des casques anti-bruit disponibles pour chaque élève. Et les élèves qui en ont besoin, ils l'utilisent parce qu'il y a même des neurotypiques qui aiment bien être au calme. Ça n'empêche pas, mais tout ce qui va être nécessaire pour les autistes pour pouvoir se réguler, pour pouvoir se concentrer, pour pouvoir être correct en fin de journée, donc pas dépenser inutilement trop d'énergie, c'est bon pour tout le monde parce que même les personnes non autistes vont être moins fatiguées en fin de journée en fait grâce aux aménagements. Et je vois pas pourquoi une personne serait jalouse si un élève est devant, si un élève au contraire en fait. Moi, si on m'avait laissé bouger comme je voulais en cours, j'avais tendance à aider, et je le fais encore maintenant, j'avais tendance à aider facilement les personnes sur leurs difficultés. Mais moi, en aidant les personnes sur les difficultés, j'apprenais encore mieux parce que je renforçais mes acquis. Et sauf que être empêché de faire ça et mis dans mon coin, ça provoque de l'agitation, ça provoque de la frustration, et c'est mauvais pour tout le monde parce que ceux qui comprennent pas, sont juste mis de côté en fait d'une manière générale. Et mes premiers amis entre guillemets, c'est des gens qui se mettaient à côté de moi en physique et en SVT pour pouvoir copier et avoir des bonnes notes quoi. Enfin c'est donc Là, au final tu vois ça sert hein. C'est les j'ai casques. vu une question intéressante. Il y a quelques lignes. On va essayer de garder ça dans le contexte de la scolarité, mais je crois que quelqu'un avait demandé si on a un diagnostic, est-ce qu'il vaut mieux le garder pour soi ou est-ce qu'on peut en parler aux collègues et toucheux? Moi, j'ai envie de connaître ta réponse à ce propos, Adrien. Je suis assez mal placé pour dire ça. Parce que bon, je suis quand même créateur de contenu. Ouvertement autiste, TDAH, dyslexique, je parle de mon parcours diagnostique, je parle de mes aménagements, je parle de mes problèmes et difficultés en matière de travail, je parlais de mes difficultés quand je faisais encore du juridique et que j'y arrivais plus et que j'ai tout plaqué pour tout changer. Donc je serais tenté de dire oui, parce que éventuellement ça peut permettre de faire le tri. C'est pas forcément agréable de faire des deuils d'amitié, des deuils de trucs comme ça, mais parler de ces diagnostics autour de soi, ça peut permettre de faire le tri.
Ouais, ça filtre, quoi. Mais mon médecin m'avait dit, est-ce que ça vous dérangerait d'avoir l'étiquette sur le front? Ce à quoi j'ai répondu, enfin, j'en parle sur les réseaux, à un moment. Ça... C'est, mon avis, il est, enfin, et vous avez vu, enfin, j'ai un sweat avec écrit simplement autiste dessus, donc, oui, oui, j'en parle autour de moi, en fait, pas de manière, prosélytiste, tu sais, pas en boucle, mais quand ça se prête à la discussion ou même là en cours, en fait, quand on me questionne sur mes aménagements, bah j'explique le comment, le pourquoi. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui m'ont expliqué parfois, ah bah oui, moi j'ai aussi un diagnostic, ah bah oui, moi je suis en cours de diag, ah bah en fait effectivement ces trucs, bah vu que tu peux avoir ton casque, et ben moi je prends le mien et ça pose problème à personne. Je dis bah de toute façon de base ça pose problème à personne en fait. Et donc ça permet quand même d'ouvrir un petit peu plus. Donc oui, allons-y, parlons-en, parce que de toute façon, pour faire bouger les lignes de la stigmatisation, il faut laisser la parole à d'autres personnes que celles qui vont justement renforcer ces stéréotypes en fait. Donc ouais, carrément, allons-y. Ouais, c'est marrant, je vois beaucoup de réponses il faut briser les différentes. tabous, ouais. C'est ça, il faut pour le coup, dans l'absolu, moi je suis d'accord avec justement, comme dit Latifa, il faut briser les tabous. Maintenant, je peux comprendre que certains ne se sentent pas à l'aise de le faire pour des raisons qui leur sont légitimes. Oui. En fait, qui font que par exemple là ils sont pas dans un milieu safe et qu'elles en ressentent pas le besoin. En revanche, si vous sentez le besoin de le faire et que vous sentez en sécurité, n'hésitez pas à le faire si justement ça peut vous aider à faire le tri autour de vous. Mais voilà, faites-le vraiment dans des conditions où vous vous sentez à l'aise de le faire, surtout si c'est dans un contexte scolaire. Parce que j'ai testé pour vous être à 2 doigts d'être déscolarisée à l'âge de 4 ans parce que je suis autiste. C'est pas mal. Mais, je recommande pas. Moi, ça m'a juste permis d'éviter la crèche. Hein. Mais comment dire, après moi, voilà, c'est ça, je l'ai vécu. C'était vers la fin des années 90. Bon, je suis triste de voir qu'encore en 2020, beaucoup de personnes se voient discriminées en tant qu'autistes. Et c'est pour ça que je dis n'en parlez que si vous sentez safe. Et c'est pour ça que je pense que Adrien, tu dois avoir la même démarche, et d'autres doivent avoir la même démarche. Mais de mon côté, ma démarche, c'est d'en parler pour rendre le truc moins tabou, comme le dit Latifa, encore une fois, briser le tabou et justement être dans une revendication. Ça va paraître un peu, comment dire, orgueilleux et comment dire, un peu orgueilleux ce que je veux dire, mais de pouvoir le faire pour celles et ceux qui ne peuvent pas ou n'arrivent pas à le faire, et justement pour montrer ce que ça peut être l'autisme chez moi et essayer d'en parler dans sa complexité et essayer de faire comprendre à la personne, bah, c'est beaucoup plus complexe que de juste voir une personne autiste, et dès que t'en verras d'autres, voilà, garde ça en tête. Je suis une personne autiste, il y en aura des tas d'autres qui ont un profil différent du mien. Maintenant, ça, j'arrive à le faire maintenant que je suis en études sup et que j'ai retrouvé plus ou moins une certaine autonomie, mais je peux comprendre que selon le contexte et surtout malheureusement au collège, on ne souhaite pas ou on n'arrive pas à le faire, quoi. Disons que le collège, c'est 6e, 5e, 4e, 3e, c'est 4 ans. 4 ans, c'est minimum, c'est 4 ans, le problème pour moi, c'est que je croyais que ça venait du côté portugais, tu sais, le fameux abstiens-toi et supporte, vraiment très très typique des Méditerranéens, enfin, et ouvre ta gueule de temps en temps, mais abstiens-toi et supporte. J'ai une capacité en fait à prendre sur moi qui est complètement pas saine en fait. C'est-à-dire que autant de certains côtés, j'ai loupé l'heure. Autant de certains côtés, j'ai tendance à imposer, ne pas laisser le choix sur mes besoins, mais d'autres côtés, j'ai tendance à avoir une capacité à prendre sur moi qui est pas bonne du tout en fait. Donc je sais pas, mais oui, pour en fait parler de ce diagnostic, certaines personnes en parlent ouvertement. Ça, je te rejoins complètement sur le fait que ça sert beaucoup de monde. J'ai eu pas mal de discussions ouvertes avec certains enseignants qui étaient très demandeurs. Demandeuses aussi,
ouais, et qui avaient des autistes dans leur classe, même en troisième année, même voilà. Et pour le coup, je leur expliquais certaines demandes des personnes autistes, le pourquoi, le comment, le fonctionnement, et c'était super satisfaisant parce que j'adore jouer au prof, hein, naturellement. Et mais il faut pas le faire. Disons qu'il faut penser surtout à l'autopréservation. C'est-à-dire que si c'est pas safe, comme dit, bah il faut au moins garder à l'esprit de s'auto-préserver, de pas aller au-delà de ses capacités, parce que de toute façon, si on va trop loin dans ses capacités, enfin si on les dépasse, c'est tomber malade, on somatise, c'est du burn-out, c'est de la dépression, ou pire. Donc mieux vaut apprendre en fait quels sont ses besoins pour pouvoir justement éviter ça. Et c'est pire encore quand on est adolescent, quand on est pubère et quand on est adolescent, donc collège et lycée. C'est-à-dire que quand le parent n'est pas à l'écoute, quand les profs sont pas à l'écoute, quand tout le personnel autour va être stigmatisant, on court droit dans le mur en fait. Parce que ne pas comprendre son fonctionnement déjà et ses évolutions quand on est neurotypique, c'est une chose. Mais quand on a la surcouche de l'autisme dans une société neurotypique, ça peut être ça peut être funeste en fait. Ah, ça m'énerve. Attends, ça me demande si je suis encore là, tu sais. Donc je dois glisser une pièce de puzzle. Donc c'est très stéréotypé. Ah, une pièce de puzzle dans un un truc. Ça m'a coupé en plus. Ouais. Ça m'arrive, j'ai juste un code à mettre. Ça m'arrive en plein milieu, mais j'aime pas du tout. Mais oui, quand il y a la période de l'adolescence, il faut que le parent veille à être disponible pour les erreurs et pour l'écoute. Et à être attentif parce que le harcèlement, parce que les changements qui se font d'un point de vue physiologique notamment et même d'un point de vue cognitif peuvent être très 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 problématiques. Et si ça se passe mal à l'école, en plus de se passer mal dans ces contextes-là, ça peut être très 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 dommageable à court, moyen et long terme. Parce que honnêtement, moi, quand j'ai eu mon effondrement en fait avec le Covid, donc juste avant mon parcours diagnostic, si j'avais pas eu les moyens financiers de me reconstruire, parce que faut être honnête sur cet aspect-là, donc à payer les séances de psy, à payer les bilans, à payer, bref, pour que ça aille vite en fait et loin, me reconstruire aurait été quasi impossible ou extrêmement long et extrêmement dommageable. Donc et des effondrements et des burn-out, j'en ai eu quelques-uns. L'avantage que j'ai, et je m'en rends de plus en plus compte en écoutant les gens sur les réseaux, c'est que j'ai une capacité à récupérer mon énergie nettement au-dessus de la norme. En fait, c'est-à-dire que de base, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, je me remets facilement entre guillemets de burn-out ou d'épuisement. Et je me rends compte en fait que j'ai des capacités de récupération qui sont quand même cool. Heureusement d'ailleurs parce que le nombre de murs que je me suis pris dans la gueule. Bref, donc voilà, faut être à l'écoute. C'est déjà la base en fait de la base. Un dialogue fréquent avec l'équipe pédagogique nécessaire. Ouais. Ah oui, ça c'est contexte scolaire. Un enfant qui rentre dans le symbolique n'est. Je comprends pas ta. Attends. Qui rentre dans le symbolique. Je comprends pas. Ouais, si tu peux préciser peut-être. Goethe. Par exemple, est-ce que. Qui rentre dans le symbolique. Est-ce que tu veux dire par là si cet enfant il utilise des métaphores ou quoi? Parce que si c'est le cas, non, ça n'évince pas forcément du fait d'être autiste. Oui. Bah, notamment parce que. En fait, il faut distinguer, moi qui ai la capacité de compréhension du second degré d'une huître, à peu près. Officiellement, je suis extrêmement mauvais là-dedans. Ah, les enfants, le symbolique, l'imagination. Alors, j'avais posé la question sur Threads il y a quelques jours, et on est pas mal à ne pas être d'accord là-dessus. Et on est pas mal dans l'adolescence à avoir passé nos heures perdues à imaginer sur Skyblog, à imaginer, à écrire des fanfictions. Et pourtant, j'ai écrit je ne sais combien de fanfictions, peut-être pas des best-sellers, loin de là, avec beaucoup de fautes d'orthographe.
mais il y avait la part d'imagination. Alors, ils peuvent utiliser un objet dans une autre fonction. Mais tout ça, c'est contextuel, en fait. Oui, c'est ça. Parce que même moi j'ai des capacités de jeu, de me projeter et tout ça, mais je mange depuis mon enfance des quantités énormes de bouquins d'histoire, d'heroic fantasy, de science-fiction. Donc forcément, ma bibliothèque d'inspiration, elle est élevée. Et par contre, utiliser un objet dans une autre fonction, c'est la base quand t'es pauvre, en fait. Je serais tenté de dire. Manga qui me demande. Alors, voilà, dans une autre fonction, c'est une question de contexte, Goethe. C'est-à-dire que je peux autant le prendre d'un point de vue drôle et très 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 détourné, et ça, ce serait à cause de Julie qui m'envoie des conneries tout le temps. Julie, je te vois. Mais non, mais c'est la base quand t'es étudiant, quand t'es pauvre, que t'as besoin d'un objet d'un truc que tu n'as pas et donc tu utilises autre chose, en fait. C'est ça, non? Alors, t'as Manga qui me demande, elles étaient sur qui tes fanfictions? Alors, tu vas pas être déçu parce que je faisais notamment des fanfictions Naruto. Je faisais beaucoup de self-insert. Et à 13 ans, j'étais surtout en train de sim sur Kiba à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, je suis désolée, mais pour moi, les meilleures personnes Naruto, c'est Rock Lee. Voilà, il y a aucun débat là-dessus. Voilà. Comment le faire quand mon garçon de 13 ans, qui est autiste, TDA, dysgraphie, refuse toute aide? Déjà, je serais tenté de dire qu'il faut comprendre l'origine de ce refus, en fait. Enfin, il a 13 ans, refuser se mettre en opposition, je serais tenté de dire, c'est un peu la base, et en général, c'est quand c'est l'opposé qu'on voit encore plus qu'on est autiste. Mais il faut déjà comprendre la base de cette opposition et continuer à insister. Et puis, le moment où il s'y met, dans quelques années, il dira, ah ouais, en fait, ouais, ok, c'était effectivement ce qu'il me fallait, en fait. Mais il faut que l'outil soit bon et dans le bon contexte et qu'il soit pas stigmatisé pour ça. Et bref, il faut regarder tout l'ensemble. Et pour le coup, le pourquoi il refuse. De toute façon, d'une manière générale, j'ai remarqué, quand je me questionne, avec les autistes, la base de la base, pour tout comprendre, c'est le pourquoi. Et ma petite sœur utilisait la règle du 3 pourquoi. Donc elle posait 3 fois pourquoi, en fait, pour aller au fond des choses. Je trouve ça trop bien. Elle le fait encore plus. Coucou Yaz, trop content de te voir en live. Ah, Anselme, merci beaucoup d'être venu. Ça me touche vraiment. C'est quelqu'un que je connais depuis, ça fait 5 ans que je le connais maintenant. Mais, on se voit occasionnellement, mais je suis très, très, très contente que tu sois là. Et puis, Manga, écoute, je comprends toujours pas pour Kiba. Et puis, pour les fanfics, je n'ai réussi à en conserver qu'une petite partie. Le reste était sur un blog que j'ai supprimé il y a une dizaine d'années, malheureusement. De honte. Il faut, de honte à l'époque, mais je regrette. Mais de toute façon, pour le peu qui reste, il faudra me payer pour que je le montre au public. Voilà. Êtes-vous sensible aux liens avec les adultes? Ah oui, depuis toujours. Littéralement depuis toujours. J'étais tellement malheureux dans mon corps d'enfant. Si j'avais autant étudié la puberté quand j'étais enfant, c'était parce que je ne supportais tellement pas le corps qu'il fallait que ça vienne, quoi, tu vois. Bon, c'est venu très tard, mais bref. Mais quand j'étais enfant, et c'est ça qui était problématique, en fait. Je ne m'approchais que d'adultes. Et les adultes, je trouvais ça trop bien. C'était une base de savoir que je surkiffais, en fait. Même ma collection de pièces, donc de numismatique, a été démarrée grâce à un adulte que j'avais rencontré au Mont-Saint-Michel, un vieux monsieur un Canadien avec qui je discutais sur un banc, qui m'a filé une pièce de $2. Et donc là, ça a démarré, ça a mis des années d'accumuler tout ce que je pouvais, littéralement, j'ai tous les francs. Donc, j'ai des boîtes remplies bref. Je suis un léprechaune. Non, mais en plus, t'imagines, pour le coup, je suis juif et j'accumule les pièces. Tu vois, c'est... Oh là là. Adrien. Non, je sais, c'est très très mal. Il faut pas que je fasse des blagues. T'inquiète, en tant qu'arabe, je rate pas les blagues me concernant en tout cas. J'éviterai les blagues sur l'argent que j'accumule dans des coins. C'est très stéréotypé. Attends, en plus des fois, je déjeunais avec ma maman le midi.
Mais là, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Julie, c'est à cause de toi. Merci beaucoup pour ta réponse sur Insta. Ah oui, mais encore, j'ai répondu très vite fait parce que je tentais une sieste avant le live et j'avais des pattes d'eau de bleuet sur mes yeux tellement j'avais les yeux éclatés parce que je dors pas depuis des jours. Et donc je me suis dit, histoire de pas ressembler à une grenouille pendant le live en fait. Donc c'est bien de me voir en petit parce que comme ça permet de d'avoir une tête un peu normale, à peu près. Enfin, aussi normale qu'on puisse avoir une tête normale. Ouais. Mais arrête, mon nez, il a été refait l'an dernier. Ah putain, oui, en plus, ça, c'est un stéréotype, ouais. Oh, punaise. Mais bref, je m'égare. Mais oui, par contre, voilà, le collège a été horrible, le lycée a été top. Et vraiment top. Déjà, il faut être honnête, c'est le début de la vie sexuelle. Forcément. Ça n'a pas été mon cas. Hein. Ouais, ah merde, j'ai été assez hâtif à ce niveau-là en fait. Ça m'a fait penser. Tu connais la série Atypical? Oui. À un moment donné, en fait, il y a une scène où il fait une opposition de malade à un truc qu'il fait d'habitude, un rituel. Et pour le coup, sa copine, elle lui fait, pour le faire sortir de ça, en fait, elle lui dit, tu veux pas faire? D'accord. Est-ce que tu veux un blowjob? Et là, tout de suite, il a les yeux qui s'illuminent et le rituel, il a plus d'importance. Oh. Donc au final, tu vois, les rituels quand on est autiste, c'est très contextuel. Hein. Et la primaire, c'était les deux. Voilà. La primaire, j'étais tout seul. Le trauma. La primaire. Quelles sont vos routines et rituels? Ouf, il y en a plein. Le goûter, mes dessins animés, mon rituel du matin qui est vital, et pas que pour moi, qui est vital pour les gens qui m'entourent. Faut pas me croiser le matin. Mais même pour être en condition pour aller en cours, j'ai tout un tas de rituels en fait, la manière dont je travaille, dont je révise, dont je mange, enfin tout est ritualisé, mais c'est d'un banal. C'est quoi mon dessin animé préféré? Oh là. Non, il y en a, mais je regarde beaucoup d'animes. Moi, pour les rituels, c'est compliqué parce que j'en prends pas forcément conscience à la longue, parce que jusqu'à présent, je crois que j'ai eu la chance qu'on m'interrompe pas trop dedans. Mais je sais que le matin, c'est une série de choses que je peux faire qui sont ultra normales, on va dire. Genre autant sur le moment où je vais faire ma douche que sur le moment où je vais faire ma skincare ou quoi. Mais si je viens à devoir inverser un truc ou un autre pour une raison, pour une autre, je sais pas pourquoi ça va me mettre assez mal. Et toujours obligée, parce que je vois Mike parler de musique, toujours obligée de commencer ma journée avec de la musique, dans le sens où tu te dis oui, tout le monde fait ça, mais de mon côté, si je commence pas de journée avec la musique, il y a vraiment un truc qui a manqué dans la journée, je me sens extrêmement mal. Alors, je me disais qu'on les repère pas forcément, les rituels, les routines. Justement, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que quand on a la chance de pas être interrompu là-dedans, on les repère plus à la longue. Et manga, c'est cool. Alors, j'ai envie de répondre aussi pour le dessin animé. Bref, j'en ai trop. Ouais, hein, c'est ça mon problème. J'en ai trop, mais au pif. Quand j'étais petite, j'adorais les Super Nanas et j'avais cherché à les créer, sauf que j'avais pas d'achat chimique X, donc. Je trouve ça trop mignon. Mais le matin, même quand je vivais encore avec ma mère, en fait, il y avait un planning pour que je ne croise personne avant d'aller en cours. Ah, c'est bien ça. Donc je prends mon petit déj tout seul, je suis dans la salle de bain tout seul. Donc quand mon grand frère était déjà plus là, mais quand on est 4 à la maison et que le matin on se lève à peu près à la même heure, c'est de l'horlogerie en fait. Mais l'avantage c'est qu'on est une famille d'autistes et en fait personne n'a envie de voir personne. Tu vois,
C'est pareil dans ma famille, il y a pas que... On est deux autistes, quand je suis chez mes parents en tout cas. Ma mère est autiste, je le suis également. Je soupçonne mon beau-père d'être neuro-A, je sais pas exactement, mais... Et ma petite sœur, on se pose la question d'un TDAH. On aime bien se foutre la paix très très souvent, et pourtant on s'aime beaucoup, mais on aime bien être... on est bien seul quand même, des fois, se foutre la paix, à pas... tout forcément faire en convivialité, ensemble, à se bousculer dans nos routines. Oui. Et bonne mes liens soirée avec à frères ceux et sœurs, qui partent, bah pour le coup, très positif. Ah, bonne soirée à ceux qui partent, ouais. Pardon, c'est en fait, mon petit frère et ma petite sœur, on est très proches, on l'a toujours été. Je me suis beaucoup occupé d'eux et d'elles. Et même maintenant, en fait, on est toujours très proches, même éloignés, et ça, voilà. Forcément autiste et TDAH, forcément, avec neveu autiste et TDAH, tu vois ça. On voit la prédominance, mais non, c'est des liens plutôt forts, mais qui respectent les besoins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus l'obligation familiale. J'ai jamais compris ce principe. Ouais. C'est de mon côté avec ma petite sœur. C'est bien d'avoir une grande maison pour ça. Ah putain, ouais. J'imagine. Moi, j'ai grandi dans un appartement à Paris, donc c'était pas très grand en fait. Ah ouais. Ah non, mais j'imagine. De mon côté, j'ai une petite sœur. On est extrêmement différentes sur beaucoup de choses. Ça s'est grave ressenti à l'adolescence où, comme beaucoup de sœurs, je pense, on s'est pas mal disputé sur certains trucs. Mais je sais pas. Je tire une certaine richesse des différences qu'on a et elle comprenait pas au début l'autisme, ce que je comprends, ce qui est compréhensible quand on n'est pas éduqué à ce sujet. Mais elle a toujours été très protectrice malgré le fait qu'elle soit ma petite sœur en fait. On a 2 ans et demi d'écart. Elle a toujours été ultra protectrice à mon encontre, même dans l'adolescence où on se disputait souvent. C'était un peu la mentalité personne bully ma petite sœur sauf moi, personne bully ma grande sœur sauf moi en fait. Mais ça c'est normal en fait. Nous on a le droit de les maltraiter. Par contre quelqu'un fait quoi que ce soit et ça... Et surtout que nous on était des sportifs, on a fait des sports de combat, donc il y avait pas grand monde qui nous embêtait en fait, d'une manière générale. Et même au lycée d'ailleurs, moi j'ai pas connu de harcèlement, notamment parce que je ne laissais même pas de porte ouverte à ce niveau-là. En fait, j'ai toujours été extrêmement intransigeant. Caractère objectivement fort, au moins en apparence. Bien sûr, c'est souvent des caractères apparents plus qu'autre chose. En jouant le connard quand j'ai pas le choix. Donc c'est très proche des animaux. Oui. Les animaux, c'est beaucoup plus facile. J'aurais dû faire vétérinaire, en fait. C'est pareil pour moi, particulièrement les chats, mais je suis allergique aux chats. C'est assez triste. Mais, c'est tragique. Ouais. Non, j'ai essayé de me faire sensibiliser pour pouvoir en adopter un, parce que ça me manque un peu, d'avoir. Tu te fais des séances à la SPA et puis ça doit venir tout seul. Ah bah malheureusement on a eu un chat il y a quelques années. Il se trouve que ma mère aussi a appris qu'elle était allergique, ça a jamais marché. Donc c'est pour ça que. Merde. Ah bah ouais. Moi aussi très proche des animaux mais allergique, c'est fatal ça. Je suis pas allergique du tout. Heureusement d'ailleurs. Ah, trop bien. J'ai fait de l'équitation, j'ai chien, chat, lapin, poisson, poule. Salut patate verte. Plein de trucs. Salut patate verte. Donc ouais, non mais tout ça d'ailleurs c'est des influences en fait qui je suis d'une constance absolument incroyable dans ma vie. Donc t'as des évolutions qui sont normales du fait de l'âge adulte, mais globalement j'ai certains rituels qui existent depuis le lycée, certaines habitudes depuis le lycée, certains amis depuis le lycée, et j'aime pas quand ça change. Genre quand ils commencent à avoir des enfants. Tu vois, ça me dérange énormément. Ouais. J'aime pas, ça change, et c'est extrêmement égoïste en fait, parce que les gens forcément évoluent de leur côté, et moi j'aime pas, ça change en fait. Je suis un connard à ce niveau-là. C'est vraiment. Et donc je bataille contre moi-même, notamment pour toutes ces choses, que ce soit en lien avec la scolarité ou pas, ça change, et ça change dans un sens que je ne veux pas en fait. Et en plus des fois les gens ils se marient. C'est quelle idée, enfin.
Moi, pour le coup, les rares proches que j'ai ont pas de famille, ils sont pas, en tout cas pas pour l'instant, en famille conventionnelle. Donc ça me, là par exemple, j'ai une pote que je connaissais de l'art Skyblog. Maintenant, on est littéralement voisines. C'est vrai qu'il n'y a pas eu non plus, excepté le fait qu'on soit toutes les deux un peu professionnalisées, il n'y a pas eu non plus énormément de changements, quoi. Donc ça fait du bien. Mais je sais que si d'un coup elle se retrouve en couple avec un enfant et tout ça, je dis putain, mais on a déjà 30 ans. C'est bon, ça y est. Enfin, mais en fait, c'est au-delà juste du fait de me dire qu'on a grandi, c'est aussi de me dire, mais attends, mais il y a des trucs qui changent là, c'est bizarre. Enfin bref, c'est bizarre. Et par contre, ouais, je voulais revenir sur le harcèlement de mon côté. J'avais du mal à me défendre. J'aimerais comprendre enfin, en fait, plus comprendre pourquoi, dans le sens où je sais que plus petite, t'étais autorisée à le faire? Pas vraiment. Voilà. De ma mère, oui, parce que ma mère, elle était du genre à foutre des beignes aux racistes. Il y a un gamin qui lui avait dit une injure raciste au collège, elle l'a frappé. Voilà, simple, efficace. Je dis pas que c'est la solution, mais on se défend comme on peut des fois. Surtout à l'époque où le racisme était, comment dire. À cette époque, le racisme, c'était encore pire. Mais bref, moi, on me donnait pas, comment dire, non seulement on m'autorisait pas forcément à me défendre, mais en plus, on ne me défendait pas. C'est-à-dire, on me disait, ignore-les, c'est juste des gamins. Et en fait, ignorer, ça leur donne encore plus le loisir. J'ai testé pour vous, du coup, ça leur donne encore plus le loisir de se lâcher. De bully, en fait, de se lâcher parce qu'ils se disent, non, bah, trop bien. On peut se défouler sans qu'elle dise rien, mais non, en fait, faut pas avoir. Oui. J'avais pas le droit, en fait, d'attaquer. Et j'ai jamais vu l'intérêt de le faire, mais c'est-à-dire que je n'avais toujours que le droit de me défendre. Et heureusement que je suis quasi insensible à la douleur, parce qu'il faut pouvoir encaisser avant de se défendre. Et malheureusement, c'était la règle. Donc, il fallait encaisser pour pouvoir me défendre. Et c'est arrivé qu'une fois où, en préservation, et en anticipation, parce que en même temps, quand tu te retrouves à 5 contre 1, bah, t'y vas en premier. Voilà. Et donc, dans ces cas-là, je pouvais me défendre. Mais je ne laissais pas du tout, la place à ce genre de comportement. Et je le laissais même pas pour les gens autour de moi. C'est-à-dire que je suis très, très, très protecteur des gens que j'aime bien. C'est-à-dire que j'accepte beaucoup de choses pour moi-même. Par contre, pour les gens autour de moi, je suis absolument impardonnable. Enfin, genre, je n'accepte pas qu'on fasse preuve de racisme, qu'on fasse preuve de stigmatisation ou qu'on fasse preuve de violence vis-à-vis de quelqu'un que je connais, en fait. Et alors, j'ai vu une question assez drôle. Est-ce que je supportais les bébés? Mais je les supporte toujours pas. C'est ça. En fait, globalement, depuis que je suis enfant, je ne supporte pas les enfants. Du tout. Je supporte pas ça. Je trouve ça inintéressant. Je trouve ça compliqué. Je trouve ça inabouti, en fait. Mais par contre, quand je suis en contact avec des enfants, quand je garde des enfants, jamais ça se voit. C'est-à-dire que je vais être un vrai petit prof, je suis ultra protecteur, ultra pédagogue, enfin je fais tout ce que l'enfant adore, tu vois. Je prends vraiment soin de l'enfant, mais par contre je supporte pas ça et donc ça m'épuise très très vite. Les bébés dans l'avion, non mais tu m'étonnes. C'est marrant, mais je connais pas mal de personnes comme ça qui disent ah non mais moi j'aime pas les enfants, je les supporte pas, mais qui sont incroyables avec eux. J'ai une personne très très proche de moi aussi qui me dit souvent mais moi j'aime pas les enfants et tout, mais qui est incroyable, qui est une personne incroyablement bienveillante avec eux, qui leur apprend des trucs, qui savent jouer avec, etc. Enfin, oui, parce que l'avantage de l'enfance, c'est que c'est un moment passager en fait. Tu vois, a priori les enfants, voilà, les héros de la Je vois les héros, ouais. C'est quoi ça? Une école ordinaire et tu verras au fur et à mesure. Ah, ok. Ah, mais c'est un compte qu'on m'avait envoyé ça. Je crois qu'on m'avait tagué sur. Oui. Alors la personne, justement, les héros de la STB dit bonsoir, je suis maman de Malone, 3 ans, autiste. Oui. Quel conseil pour la rentrée? Est-ce que tu as des conseils à donner, Adrien? Oui, moi, en fait, ce que j'ai toujours surkiffé au moment de la rentrée, les fournitures neuves. Non mais après je suis désolé, ça dépend en quelle section, quelle année, quel âge, tout ça. Mais nous on avait toujours nos rituels de rentrée. Genre la rentrée c'était forcément
des fournitures neuves. Et ça nous mettait tellement en joie que ça nous motivait à mort. Et donc ça passait les premiers mois. Et inscrit en école ordinaire, mais c'est cool ça. Il crie pour s'exprimer, s'amuser. Oh ouais. Mais oui, les fournitures, c'est trop... Non mais et là, donc j'ai ma rentrée au mois de septembre pour ma rentrée universitaire, quoi. Je sais déjà ce que je vais m'acheter comme nouveau carnet pour mes TP, qu'il faut que je me rachète des nouvelles cartouches pour mon stylo plume, qu'il faut que je fasse l'entretien du stylo plume, que je m'achète des nouveaux trucs. Voilà, c'est les courses de rentrée, quoi. C'est des personnes inconnues. Il a peur des personnes inconnues. C'était pareil. Alors, pour moi. je suis toujours stressé, personnellement, quand j'arrive dans un milieu que je ne connais pas. C'est stressant, un milieu nouveau, en fait. Mais quand le contexte est bon, l'école, le sport, un truc qui nous plaît, eh ben, ça peut faire des nouvelles opportunités de rencontres de personnes. Ça peut parfois mettre des mois avant de créer des liens avec des gens, mais c'est pas forcément grave, en fait. Oui, qui s'accroche, il faut être à l'écoute. Il y aura peut-être des mauvaises expériences, des expériences positives. Essayer peut-être de se concentrer sur les expériences positives en les mettant en avant, de stimuler à côté. Parce que moi, par exemple, j'ai toujours fait du sport à côté, mais c'était une véritable nécessité pour me canaliser. Parce que le TDAH... C'est vrai que j'avais aussi cette peur-là. Alors, je crois que je voilà. me souviens encore... Il y a toujours ces petits... désolé, peut-être qu'il y a un décalage dans le son, je sais pas, ça a peut-être bugué de mon côté, tu hésites pas à me dire. En fait, il y a eu juste des coups de lag. Il y a eu juste des petits coups de lag à certains moments. Mince. Mais parce que je vois la même personne dire voilà, il y a la peur des inconnus et la séparation avec ça, je l'ai tellement vécu de manière assez puissante, surtout du passage à la maternelle jusqu'en primaire. J'ai pas compris pourquoi d'un coup j'étais en CP. J'ai dit non, j'étais pas censée être dans cette école-là, j'étais pas censée avec ces personnes-là. Surtout que j'ai la malchance de me retrouver avec une instit qui était pas très sympatoche. Vraiment, j'en profite pour dire bonsoir à Pandamo que j'ai vu passer. Mais ouais, effectivement, essayer de alors je sais pas si je m'occupe H24, aucune garde, et je crois que ouais, il est non verbal. J'essaie de réfléchir. Il faut voir ce qui le stimule et ce qui le motive, en fait. Il y a ça, ça va sur tous ces aspects. Et j'espère qu'il a je sais pas ce qu'il peut avoir comme aménagement là-bas, parce que je sais qu'il y a les AESH, mais j'ai vu que c'était précaire. J'espère que qu'il peut être... Il a un TDI. Ah ouais, il a un TDI aussi, ouais. D'accord. Donc, attends, oui, en TDI, général, ça, c'est tu veux des dire suivis. trouble... Est-ce que tu veux dire trouble du développement intellectuel ou trouble dissociatif de l'identité? De l'identité. Oui, ouais, on est ouais, autiste. Ouais. Ouais, mais On est voilà, autiste. on est... Moi, il y a une question auquel je voulais répondre qui était par rapport au redoublement. Parce que si la personne le vit mal, mais très honnêtement, pour en avoir vécu, je vois pas comment on peut bien le vivre, en fait. Faut voir le contexte, faut stimuler à côté, faut voir là où se trouvaient les difficultés, pour que ça serve à quelque chose, le redoublement. Mais un redoublement, ça peut être utile. Prendre du temps, faire des nouvelles connaissances, renforcer des acquis. Peut y avoir de l'ennui et du décrochage. Je serais tenté de dire, oui. Mais ce qui va dépendre, c'est ce qu'on fait à côté et de pouvoir passer ensuite sereinement dans l'année qui suit, en fait. Ouais. Mais là, effectivement, si c'est donc, je sais pas si c'était TDI, donc déficience intellectuelle, c'est ça? Je saurais pas dire du tout, parce que le problème de ça, et c'est pour ça que j'avais spécifié pour le sujet, en fait, sans DI, parce que c'est beaucoup plus spécifique, ça nécessite des suivis spécifiques, ça nécessite une approche spécifique. Ton micro, il marche plus, je crois. Alors oui, j'ai vu. Ah voilà, c'est bon. Je t'entends de nouveau. Il remarche plus, je crois. Non, mais c'est pas grave, on t'entend. Vous m'entendez quand même? Ouais. Bon, cool. En fait, le DI, il y a souvent des parcours spécialisés, des suivis spécialisés, du personnel
spécialisé avec. Effectivement, c'est très 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 chronophage. Et très honnêtement, vu que c'est le genre de choses auxquelles je me trouve personnellement à l'exact opposé, j'ai tendance à pas trop m'y intéresser à comment c'est pris en charge, parce que je vais être honnête, perdre mes capacités cognitives est la plus grande peur que je peux avoir dans ma vie. En fait, j'ai déjà eu des médicaments qui ont bridé mes capacités, et j'ai trouvé ça tellement effroyable que je sais pas. Mes capacités intellectuelles me permettent de créer toutes mes compensations, d'être souvent à l'écoute, d'avoir des grandes capacités d'analyse, des grandes capacités à mettre des outils en place et de pouvoir justement me construire, avancer et avoir forcément le niveau d'études que j'ai actuellement, avec les facilités que je peux avoir. Et perdre ça doit faire partie de mes plus grandes peurs, en vrai. Parce que tout mon moi repose sur ces capacités intellectuelles. Et j'en parle très rarement. J'en parle jamais parce que je n'aime pas ça, mais pour le coup, ça peut être intéressant de le dire qu'une seule fois. Quand on parle en matière de chiffres, en matière de statistiques, je fais partie des 0,6% de la population. Donc bon, ça peut ne pas être étonnant forcément quand on me suit depuis longtemps, mais voilà. Et justement, c'est des aspects en fait que je peux pas en fait valablement conseiller sur ces aspects-là, parce que j'ai toujours été plutôt autonome, plutôt solitaire, et donc forcément je sais pas à quoi ça ressemble d'être en besoin d'assistance complet et permanent en fait. Ouais, en plus, alors j'ai vu une bêtise sur le chat. Alors attends, je ne t'entends plus. Est-ce que si tu coupes ton micro et que tu prends le micro du téléphone? Peut-être. Essayez de finir avec celui-là, sinon. Ah oui. Si vous m'entendez, voilà. Ouais. Parce que c'est ça de pas être sérieuse avec son matos, c'est de pas le mettre à charger quelques heures avant le live. Alors l'anticipation. Ouais, j'ai anticipé plein de trucs sauf ça. Genre, tous les trucs qui étaient absolument pas urgents. Oui, c'est normal. Mais par contre, oui, il y a un truc auquel je pensais pour les héros de la STB. C'est vrai que c'est pas un conseil miracle ce que je vais pouvoir donner, mais ce qui peut être à ta portée, en essayant d'apprendre de ton côté, ce qui est vraiment l'autisme et ce que ça inclut chez ton enfant, au niveau sensoriel, au niveau apprentissage, au niveau de ses intérêts spécifiques. Si l'école est compliquée pour lui et si tu as peur que ce soit compliqué pour lui, n'hésite pas à essayer de faire en sorte au possible que la maison soit pour lui vraiment un cocon de sécurité, sur tous ces aspects-là, donc sensoriel, social et au niveau intérêt spécifique, que ce soit, vraiment, je mets des idées toutes bêtes en premier lieu parce que non, c'est pas tout bête, c'est des pistes intéressantes en fait. Mais par exemple avec des Steam Toys ou avec des moments d'isolement faire en en fait, sorte parce que je sais que de toute façon malheureusement l'école pour des personnes tout est fait pour lui à la maison. Franchement, c'est très bien si déjà t'as fait ça. Parce que malheureusement l'école c'est compliqué pour la plupart des personnes autistes avec ou sans TDI, mais si tu peux lui garantir comme ça, voilà, Steam Toy, casque, etc. comme dit Lily, si tu peux lui garantir une safe space comme ça, une safe place dans la maison, et l'école est obligatoire du coup, mais voilà, si tu peux lui permettre au moins ça, ça lui permettra d'avoir un lieu de sécurité. Mais c'est vrai que pour le coup, il va peut-être falloir travailler avec des spécialistes qui d'autant plus connaîtront le handicap intellectuel et le profil spécifique de ton enfant pour pouvoir t'aider de ton côté et que tu saches par la suite comment l'école gérer ça. à distance. Mais vous êtes pas fan. Alors l'école à distance, j'aime bien l'idée, mais moi j'en aurais jamais eu les capacités. C'est-à-dire que j'ai quand même des besoins sociaux, même si j'ai des grosses difficultés à ce niveau-là. Mais par contre, je connais des personnes qui s'épanouissent complètement dedans. C'est-à-dire qui étaient en grande difficulté à l'école, notamment pour des raisons de harcèlement, de stress, voilà. Et l'IEF en fait les a sauvés.
les a sauvés, leur a permis d'avoir un enseignement parfois de meilleure qualité pour ces personnes et d'avoir un cocon de sécurité et d'envisager un retour à l'école une fois que la personne se construit. Et non, je suis absolument pas contre l'enseignement à la maison. Moi, par contre, je n'aurais pas pu et j'aurais rêvé d'être en pension. En vrai, je voulais être en internat. Je pense que j'aurais pas supporté d'y être, mais petit, j'avais l'idée que l'internat était était la meilleure chose pour moi. Et dans les faits, ça n'aurait sûrement pas été le cas. Mais j'ai besoin d'enseignement en présentiel. J'aime pas le distanciel. On t'entend plus de nouveau. On t'entend plus. Des nouveaux dispositifs d'aide, ouais. Et là, Est-ce que... Ouais, parfait. vous allez peut-être entendre un retour, malheureusement. Non, quasi pas. Le son reste de bonne qualité, en fait. Ça va. Est-ce qu'il est autant de bonne qualité que quand j'avais le micro? Je suis curieuse. Un peu moins. Il est Un peu moins chaud, je dirais. Bah, Tu sais, c'est c'est le plus son du clair. téléphone, c'est normal. Je suis vraiment désolée encore Oui. une fois. Bon, c'est pas très grave. Merci tant d'amour d'avoir conseillé un compte. Ouais, si vous Oui. avez des comptes à conseiller quand il y a des questions comme ça, hésitez. Enfin, Oui, parce je qu'il sais y pas a, il y a si beaucoup de comptes qui ont des personnes concernées sur ces sujets, qui proposent sûrement du contenu qui n'est absolument pas stigmatisant et qui vont expliquer les outils, expliquer les suivis, tout ce qui existe en fait pour ces adaptations-là. Ils nous ont dit le diagnostic, Ouais. c'est nous conseiller. Alors, je savais que ça arrivait C'est beaucoup souvent le avec cas. les autistes, mais alors pour ceux, je savais pas que c'était carrément possible, malheureusement, d'abandonner comme ça après un diagnostic quand c'est un enfant avec TDI. Oui. Ça devrait pas être normal, ça. Je suis Oui, désolée que ça se ouais, passe je suis comme désolé ça. pour ta situation. Non, vraiment, mais C'est, je te souhaite beaucoup de courage. Merci pour ce que tu fais pour ton enfant déjà. Et vraiment, on t'apporte tout. Enfin, on t'apporte tout notre soutien là-dedans. Vraiment. Et là, mais oui, la scolarité d'une manière générale, ça peut être très compliqué. Certaines personnes vont bien le vivre, d'autres vont mal le vivre et parfois sortir du système scolaire. Mm. Pour les autistes et les TDAH, le collège, début lycée, ça doit être absolument crucial pour quand il n'y a pas de déficience intellectuelle avec des personnes relativement intégrées. Notamment sur ces aspects sociaux, sur ces aspects grands changements, sur ces aspects ça peut être très problématique et d'avoir l'appui parental derrière peut énormément compenser. Il est 22 heures, ouais, il est 22 heures. Donc on va bientôt terminer pour le coup. Donc oui, donc nous dans nos parcours, le collège pour moi a été catastrophique. Le lycée a été génial. Le début de l'université a été très très problématique, notamment parce que j'ai dû bosser à côté des cours. Par contre là, j'ai repris l'enseignement, donc les cours, donc en faculté de sciences de la vie à Strasbourg, avec des aménagements. Et là, ça a littéralement changé ma vie. Déjà, ça réduit mon stress. Et en plus de ça, mes notes ont très 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 largement augmenté parce que mes capacités de compensation sont plus là pour justement compenser mes difficultés. Elles vont juste être mises pour pouvoir justement travailler correctement et restituer mes cours correctement. Et je vois le live qui a été mis en pause du côté de Yas. Bref, c'est pas très grave. Mais c'est à mon fils TDAH. C'est là, apprends. Ah oui, c'est pas grave. C'est le move le plus goofy qui soit. J'ai oublié de désactiver mon bloqueur d'appli. C'est bloqué chez moi à partir de 22 heures. Ah, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Et donc voilà, des douleurs articulaires et musculaires. C'est une question pour nous, c'est ça? Parce que moi, non. J'ai souvent des douleurs musculaires, oui, parce que j'ai des contractures et donc j'ai du kiné en fait chaque semaine pour ça. Mais articulaire, non, heureusement, parce que j'étais gymnaste de haut niveau et pour le coup, je me suis littéralement détruit. Mais ça, c'est un autre sujet. Moi, pour anecdote, j'ai juste une chondropathie au genou, mais je pense pas qu'il y ait de lien avec l'autisme. Mais peut-être que tu poses cette question. Je me demande si ça n'a pas un lien avec les personnes autistes également concernées par le syndrome des lèvres dans l'os. Mais là, c'est possible. Encore un autre sujet par rapport aux co-occurrences de plusieurs troubles qu'on peut avoir.
notamment avec l'autisme, le SED, j'ai vu que c'était pas si rare en co-occurrence. Oui, ça peut être quelque chose de plutôt fréquent. Mais non, j'ai eu de la chance à ce niveau-là, vu que je suis anxieux naturellement. Par contre, j'ai des contractures et l'anxiété, bah forcément, a joué un rôle crucial dans ma scolarité, notamment pour la création de traumas. Et au pluriel, peut pas être plus littéral que ça. Mais l'avantage c'est que j'ai quand même une capacité d'aller au-delà de mon anxiété qui est liée à ma faiblesse en fait de ressenti émotionnel, et ça c'est plutôt cool entre guillemets pour certaines situations, mais par contre à long terme c'est pas ouf. Donc voilà. Est-ce que tu voudrais Oui, sont beaucoup touchés. Merci Pandamour en tout cas d'apporter, parce que je sais que Oui. y a des aides que tu peux apporter sur les questions des euros de la STB. Merci beaucoup pour ta contribution, parce que c'est vrai que c'est un petit peu hors de notre portée pour le coup. Et ça c'est bien de vous entraider dans le chat en fait. Est-ce que tu pourrais terminer sur un mot, Yas? Franchement, je pense que beaucoup de choses ont été dites. Merci beaucoup pour tous vos témoignages. Oui, surtout. et toutes vos questions. On a beaucoup de choses en commun, mais également il y a beaucoup de choses comment dire, qui ont été rapportées en complément assez rapidement sur la scolarité à distance, sur les écoles, notre manière de revoir la scolarité, l'inclusion globalement. C'est un live très passionnant. Donc franchement, merci également pour votre participation, et puis également vous entraider dans le chat. Ça, je suis très très contente de voir ça, sincèrement. Et pour les personnes qui n'ont pas pu le voir en entier, naturellement, il sera mis en tant que podcast sur Spotify, et également l'audio disponible sur YouTube et la vidéo disponible sur YouTube, sur le compte dont le lien est sur mon Linktree en fait, et on mettra sur nos réseaux. Nous allons terminer là-dessus. Merci à toi Yaz, ça fait plaisir. Merci à toi Adrien, merci. Surtout que tu as un parcours passionnant en plus. Surtout que vu que la dernière fois on avait parlé de ta thèse, d'ailleurs pour les personnes que ça intéresse, c'était nous avons parlé de la thèse de Yaz, et là la scolarité a fait un bon complément parce qu'on a eu des scolarités chaotiques mais qui ont porté jusqu'au niveau universitaire, et ça on le voit assez fréquemment, il y a souvent des décrochages avant, donc pour les personnes qui en ont envie, lâchez rien, et s'il y a des redoublements, c'est pas grave, ça empêche pas en fait. J'ai redoublé la 4e de mon côté, ça a été salvateur justement. Ouais. Moi j'ai eu des redoublements de contrariété, mais ça c'est une autre histoire. Dans tous les cas, bonne soirée tout le monde. Je vais couper le live maintenant, sinon ça va faire trop long. Bon courage pour celles et ceux qui en ont besoin aussi. Oui. Bon courage à toi, et les héros de STB, on reste à l'écoute, on partagera, de toute façon ça peut être une idée que je fasse une vidéo pour que les gens s'entraident dans les commentaires, en filtrant notamment ce qui est du bullshit. Bonne soirée à vous, au revoir. Bonne soirée.